BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. On va parler d'une semaine marquée par plusieurs affaires judiciaires dans le monde des cryptos. Tout cela avec Sébastien Bandry. Bonjour Sébastien, journaliste BFM Crypto. On en parle dans un instant. Et puis, on parlera aussi du marché crypto avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui est en ligne avec nous. Le Bitcoin perd quasiment 3% aujourd'hui. Alors pourtant, la semaine dernière, on a repassé le seuil important des 65 000 $. On verra pourquoi. Et puis, on va parler bien sûr de NFT avec John Karp. Bonjour John. Bonjour Amaury. Fondateur du NFT Morning et de la Non-Fungible Conférence. John, on va voir un peu où on en est dans le marché des NFT. Il y a un vent d'optimisme qui est plutôt curieux parce que pourtant, les volumes sur le trimestre qui se termine aujourd'hui ont baissé de plus de 50%, malgré aussi en plus des mauvaises nouvelles. Et puis bien sûr, on fera le point sur les tendances à suivre dans le monde des NFT. Mais d'abord, on part sur le marché tout de suite avec Alexandre Baradez. Rebonjour Alexandre. Bonjour Amaury. Bonjour à tous. Voilà, chef analyste chez IG. Alexandre, je le disais tout à l'heure, on vous avait en ligne il y a une semaine. Et on a passé le seuil fatidique, important pour vous, des 65 000 $ sur le Bitcoin. Et puis depuis, ça s'est un petit peu calmé. Voilà, on perd quasiment 3% aujourd'hui. On est aux alentours des 63 800 $. Et bien pourquoi ça corrige un petit peu? Est-ce que c'est juste une petite correction comme ça? Ou alors finalement la tendance s'inverse? Non, je pense qu'effectivement, c'est une correction parce que on le disait la semaine dernière et je le redis encore. Je pense que le passage de 65 000 était un palier technique important dans la psychologie des marchés. Quand vous regardez en fait l'évolution du CAC 40 depuis, pas du CAC 40, du Bitcoin, pardon. J'étais encore sur l'indice français. Vous êtes partout, Alexandre, en même temps. depuis le mois de mars-avril dernier, on a une phase de correction qui se dessine avec donc des accélérations baissières, des rebonds, mais des rebonds qui étaient de moins en moins hauts jusqu'à présent. C'est-à-dire vous avez eu 3 ou 4 rebonds assez marqués dans cette phase de correction. Et à chaque fois, la hauteur des rebonds, l'amplitude des rebonds était plus faible que celle du rebond précédent. Et là, c'est la première fois que sur un rebond d'ampleur, on arrive temporairement, certes, à passer le sommet précédent, mais on a quand même réussi à le passer. Et ça veut dire qu'il y a eu, à un moment donné, ça n'a pas forcément duré très longtemps, mais il y a une volonté de certains acheteurs d'être prêts à payer des prix qui étaient au-delà de 65 000. Alors, est-ce à considérer que désormais, que c'est retombé à 63 000, 64 000, ceux qui ont acheté à 65 000 ont fait une erreur? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut quand même bien voir aussi que ce rallye, le dernier en tout cas, était particulièrement soutenu. Il nous amène de la zone des 50 000 et quelques, quasiment une droite à 65 000. Donc, qu'il y ait besoin de respirer dans cette phase-là me semble assez normal. Et si on s'intéresse à la journée simplement d'aujourd'hui, on remarque que ce n'est pas le seul actif qui corrige. Vous regardez les actifs actions en Europe, les futurs américains, vous regardez cette matière première comme le cuivre par exemple ou autre, on a quand même aujourd'hui plutôt du rouge qui prédomine sur l'ensemble des places mondiales, même si c'est pas du gros rouge, c'est quand même du rouge, et ça semble assez logique après un rallye des derniers jours et des dernières semaines qui était quand même catalysé par les grosses annonces de la Chine qui ont aussi elles-mêmes pu soutenir un petit peu l'appétit pour le risque, notamment sur les actifs crypto. Donc je considère toujours que si vous voulez, c'est notre raisonnement, il n'a pas changé d'un iota, que nous sommes toujours dans cette énorme phase de consolidation. Le cycle, il a démarré sur le rallye depuis début 2023. Ça, c'était le nouveau cycle. On a fait x4 depuis 2023 jusqu'au sommet, en gros, du premier semestre 2024. Et donc, quand un actif fait x4, et je parle d'un actif, c'est plus le Bitcoin aujourd'hui, on va dire, elle est quasiment 15 ans après, c'est plus un actif jeune, en fait. Quand un actif qui est un peu plus mature parvient à faire des x4 en l'espace de quelques trimestres, c'est très différent d'un actif qui vient d'apparaître et qui, parce qu'il y a de la nouveauté, parce qu'il y a peu de volume haute, peut faire des x4 en très peu de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même remettre au centre de l'analyse l'énorme performance du Bitcoin entre début 2023 et c'était mars-avril 2024. Et donc, on entre après dans une phase comme ça longue de plusieurs mois, plusieurs trimestres j'ai passé une digestion, une consolidation. C'est tout à fait normal. Donc, faut pas s'inquiéter, je pense, de ce repli. Ça peut même aller à des niveaux plus bas. Moi, je ne suis pas inquiet de le revoir retomber, même si on passait sous 60 000, même à 55 000. Il n'y a rien de dramatique. L'idée, en revanche, c'est qu'on ne vienne pas casser les points bas qui ont été faits quelques semaines dans la zone des 50 000. Voilà, ça, je pense que ça doit rester la zone basse. Selon moi, ça va rester la zone où les acheteurs vont se manifester, comme ils l'ont fait il y a quelques temps. Et donc, on va devoir construire des positions entre ces zones-là. Mais l'idée finale de tout ça, c'est que l'énorme mouvement de consolidation dans lequel on est depuis maintenant presque 3 trimestres, il va se poursuivre pour sortir par le haut. C'est assez typique, assez classique des phases longues de consolidation. Mais ensuite, les mouvements qui suivent, il faut être patient par contre, il faut être patient. Mais les mouvements qui se construiront là-dessus seront plutôt sympathique d'ici quelques mois, quelques trimestres.
Bon, et ben on regardera tout ça avec vous, Alexandre Baralez. Merci beaucoup, Alexandre, chef analyste chez IG. Bonne journée. Merci. Avant de parler du marché des NFT dans quelques minutes avec John Karp, on va d'abord parler avec Sébastien Bandry de cette semaine marquée par plusieurs affaires judiciaires et bien dans le monde de la crypto. Exactement, plusieurs affaires ont marqué le monde des cryptos cette semaine et plusieurs condamnations aux États-Unis et en Europe. On commence en France avec Enric Duran, qui est le Robin des banques espagnoles, qui a été mis en examen et placé en détention provisoire en juin dernier par le parquet de Nanterre dans une affaire de blanchiment d'argent. C'est l'AFP qui nous l'apprend. Il est soupçonné d'avoir participé donc de 2022 à 2024 à une escroquerie en bande organisée. Il aurait vendu des crypto-monnaies contre des euros à un client et cet étrange client se faisait passer pour un vendeur de meubles. Enfin bon, une affaire un petit peu louche. Et toujours est-il qu'une perquisition a eu lieu dans un appartement du 16e arrondissement de Paris et des saisies sur des comptes en banque de ce fameux Enric Duran ont permis de récupérer 200 000 euros d'avoirs criminels. Enric Duran, il s'était fait connaître en septembre 2008 en annonçant avoir volé à 39 banques un total de 492 000 euros. Il avait accumulé des crédits à la consommation grâce à de faux justificatifs de revenus. Selon son avocate, Enric Duran s'est spécialisé depuis plusieurs années dans la conversion de devises nationales en crypto. Son souhait, proposer une alternative au monopole des banques. Bon, et désormais, Sébastien, on part aux États-Unis avec une décision de justice importante qui concerne l'affaire FTX. Exactement. Caroline Ellinson, l'ex-petite amie de Sam Bankman-Fried, le fondateur déchu de FTX, a été condamnée à 2 ans de prison pour son rôle dans cette faillite survenue en novembre 2022. Sam Bankman-Fried, qui avait créé FTX en 2019, purge actuellement, lui, une peine de 25 ans de prison pour fraude, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Caroline Ellinson, c'était la directrice générale d'Alameda Research, le fonds spéculatif au centre de l'affaire. Lors du procès, elle avait décrit Sam Bankman-Fried comme une sorte d'apprenti sorcier, capable de puiser sans état d'âme dans les fonds de ses clients pour alimenter ses projets risqués. Sam Bankman-Fried avait au contraire tenté de faire porter le chapeau à son ancienne petite amie. Il l'avait décrite comme une mauvaise gestionnaire, comme quoi mélanger affaires et amour fait souvent pas très très bon ménage. Bon, et Sébastien, dernière affaire en date, cette fois-ci d'escroquerie, et ça se passe encore aux États-Unis. Exactement, un homme a été condamné en Californie à payer 36 millions de dollars à ses victimes dans une affaire d'escroquerie aux actifs numériques. William Koichoka, qui se présentait comme un investisseur confirmé, proposait à ses victimes de lui confier son argent en leur promettant un rendement et d'investir dans les cryptos avec un rendement de 10% tous les 30 jours. C'était évidemment trop beau pour être vrai. C'était tout simplement un système de type Ponzi. L'escroc aurait en fait mélangé l'argent des clients avec ses propres fonds personnels pour vivre la belle vie. Il l'aurait utilisé pour payer le loyer de sa maison, acheter des bijoux ou encore des voitures de luxe. Le système était plutôt élaboré. En fait, il y avait un faux site web, de faux documents financiers et même de faux relevés de comptes. Il a également été condamné à 4 ans de prison, puis à 5 ans de liberté surveillée. On le rappelle donc, en matière de crypto, il faut toujours faire attention à n'importe quel type d'investissement et on ne confie pas ses avoirs sans un minimum de précaution. Effectivement, excellent rappel, Sébastien Bandry, merci. Et puis, de toute manière, dès que vous avez des rendements dans la crypto ou autre, d'ailleurs, essayez de comprendre d'où ils viennent, parce que souvent, quand c'est trop élevé, quand ça paraît trop beau pour être vrai, souvent c'est que c'est pas vrai. Voilà. John Karp, on va parler tout de suite des NFT. Déjà, je suis content de vous voir. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne vous avait pas vu. Voilà, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est intéressant parce que du coup, on va faire un point avec vous sur ce marché-là. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai moins suivi les tendances des NFT, mais j'ai vu qu'avant l'été, on a eu pas mal de tendances du côté des meme coins. Est-ce que ces meme coins-là, finalement, ils n'ont pas un peu volé la vedette à certaines collections ou à certaines tendances NFT ? C'est vrai que tout ce début d'année, justement, un peu même la fin d'année dernière, ce cycle haussier, il y a toujours un peu des produits dérivatifs qui étaient les NFT. Et sur ces personnes qui aiment, on va dire, ces produits un peu risqués, même au sein des cryptos, les meme coins avaient la vedette. Donc on a eu l'explosion de différentes cryptos comme le PP, comme le MOG, comme le WIF. Surtout des meme coins sur Solana d'ailleurs. Beaucoup de meme coins sur Solana, exactement. Et donc il y a eu un momentum très fort sur ces meme coins qui
qui, vu leur destin, le destin d'un meme coin finalement, c'est de monter peut-être très vite, mais de descendre tout aussi vite. Et donc, ce qui devait arriver arriva pour beaucoup d'entre eux. Ça ne veut pas dire que l'intégralité des meme coins sont morts, c'est-à-dire que moi je suis toujours intéressé, on voit qu'il y a des sortes de marques qui se sont créées quand même au sein de cet univers. Justement, on parlait du PP, il y a le Bonk qui vient de faire des annonces, qui est un des meme coins très forts de l'univers Solana. D'ailleurs, certains disent que ce n'est plus un meme coin, même s'ils ont commencé avec une image aussi d'animal. Aujourd'hui, justement, ils ont annoncé des rachats d'une plateforme d'art, de rachats de plateformes de finances décentralisées pour créer vraiment un écosystème qui passe par leur monnaie pour acheter un certain nombre d'univers. Donc c'est un peu... En fait, le meme coin, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui rêvent d'un destin à la Dogecoin, qui était passé tout simplement d'une blague à quelque chose de très sérieux jusqu'à des achats, jusqu'à la sanctification par Elon Musk, il y a 2 ans, et qui reste aujourd'hui une des plus grosses market cap crypto à l'heure actuelle. Bon, ouais, effectivement, et puis prudence aussi, parce que le Dogecoin, il y en a qu'un par définition, en tout cas pour l'instant, donc voilà, tout ça reste quand même assez spéculatif, mais d'une manière générale, John, les volumes sur le trimestre, je le disais en introduction, qui se termine aujourd'hui, sont très faibles, baisse de plus de 50%, et un volume des top collections estimé à 1,3 milliard de dollars. C'est ça, c'est faible. Franchement, c'est faible. Et de manière générale, ce que je disais déjà quand on s'est vu en début d'année, c'est-à-dire que cet enthousiasme qu'on a connu sur les crypto-monnaies n'est pas répercuté sur les NFT. De manière générale, le marché est plutôt fébrile et plutôt fatigué. Et la majorité, on va dire, des assets qui ont eu leur heure de gloire dans les années 2021-2022 ont perdu 80% de leur valeur ou 70 à 90% de leur valeur. Donc, on est toujours à peu près sur cette photographie-là. Maintenant, en fait, en creusant, l'été a été assez riche en espoir. Si vous vous connectez un peu sur Twitter, que vous regardez la timeline des personnes qui sont actives dans l'univers des NFT, il y a un certain vent d'optimisme, une odeur de retour, on va dire, dans cet univers. Et alors, c'est quoi cette odeur de retour? Parce que c'est vrai que là, les volumes sont bas. Puis il y a eu des mauvaises nouvelles, c'est ce que vous nous dites. Mort de New Origin, je ne sais pas si je le dis bien. Non Origin, c'est une pardon. plateforme en fait historique de NFT, en effet, il y avait DAR qui s'était créé en 2018, qui a déposé le bilan, tout simplement. Il y en avait déjà une autre qui était connue, qui s'appelait Async, qui est morte l'année dernière. Donc, il y a quand même pas mal de cadavres en ce moment dans le monde. L'attaque de OpenSea aussi. Voilà, il y a OpenSea qui s'est fait attaquer par la SEC. Donc voilà, pour, en tant que, justement, société qui permet l'achat et la revente de securities. Donc là, on sait aussi, en général, ça sent pas très bon. Oui, donc malgré des volumes très faibles et toutes ces mauvaises nouvelles, John, vous êtes optimiste. Déjà, c'est vrai que, moi, quand on suit l'univers des NFT, on se rend compte qu'il y a une tendance de fond sur certaines catégories qui s'apprécient. Déjà, parmi les collections NFT, donc les grandes collections dites blue chip, certaines sont en train de tirer leur épingle du jeu. Et depuis 3 mois, il y en a quelques-unes qui ont multiplié leur cours par 2. Par exemple, il y a le Azuki ou les Day-Gods, qui sont des collections un peu clés dans l'univers des NFT, qui ont fait certaines innovations. Et toutes ces collections NFT un peu historiques, même les Doodles, même les Apes, sont en train un petit peu de reprendre des couleurs. Donc ça, c'est une première chose. Encore plus important, et c'est vrai que moi, c'est un petit peu ce qui m'intéresse le plus à la base dans les NFT en termes d'investissement, c'est l'art. Et en fait, les artistes clés, les artistes qui étaient déjà considérés comme des valeurs sûres, voient leurs œuvres s'arracher et leurs cours devenir de plus en plus. On voit que les gens, en fait, dès qu'il y a une opportunité, des gens surveillent cette vingtaine d'artistes clés, et dès qu'une œuvre est disponible, elles se font acheter sur le marché. Un des plus grands artistes de cet univers, c'est Xcopy. On va dire que c'est celui qui est peut-être l'indiscutable, on va dire, dans l'univers des NFT. Alors, on a Xcopy, on a Beeple, donc le fameux Beeple qui avait fait cette vente à 70 millions chez Christie's, mais on en a d'autres. On a Sam Spratt, on a Refik Anadol. Voilà, les grands artistes, en fait, ça veut dire que c'est des artistes qui sont déjà presque reconnus, même dans le monde de l'art contemporain, qui ont cette cote-là, et on voit que du coup, leurs volumes deviennent très importants. Justement, les Xcopy qu'il avait créés sur Non-Origin en 2018, en 2019, même si la plateforme est morte, les NFT sont toujours en vie.
Ce que ça veut dire, John, c'est que finalement, même si là, il n'y a pas un gros engouement pour le marché des NFT en général, là, il y a quand même certains spécialistes qui essaient de faire des affaires et qui, dès qu'il y a des collections qui sortent, ou alors des collections qui étaient déjà sorties mais qui se dévaluent fortement, ça rachète. C'est ça, c'est beaucoup de second marché, pour être honnête. C'est beaucoup de second marché, c'est-à-dire que c'est pas des nouveaux NFT qui arrivent sur le marché, mais des anciens NFT. Justement, ceux qui ont été créés sur Non-Origin en 2018, en 2019 par Xcopy, il y en a depuis 30 jours, pratiquement 1 ou 2 par jour, qui s'achètent entre 50 000 et 150 000 $. Il y avait une de ces collections les plus accessibles à Xcopy qui s'appelle Max Payne. En l'espace d'un an, ça a fait x3, c'est passé de 0,3 ETH à pratiquement 0,9. Et ça fait x3 en Ether en plus, avec l'Ether qui s'est apprécié. Ouais. Donc, sur ces artistes-là, où il y a le player de Sam Spratt, qui s'est lancé il y a 1 an, qui valait $6 000, il y a 200 pièces à peu près qui sont les players. C'est un grand artiste qui est très reconnu aussi, qui fait des très grandes expositions, qui s'achète maintenant à peu près à $25 000. Donc sur le milieu du fine art et des top artistes, il y a clairement tous les collectionneurs, en tout cas, parce qu'on les appelle les collectionneurs quand ils sont dans ce domaine-là, qui dégainent, on va dire. Bon, clairement, John, sur le marché, en tout cas pour ces collectionneurs-là, ça se réveille. Mais est-ce qu'au-delà du marché, on a des bonnes nouvelles? Au-delà du marché, déjà, cet engouement, on va dire cet engouement qu'il y a autour des élections américaines est vécu de manière particulièrement positive dans le monde des NFT. C'est vrai que alors il y a eu l'arrivée, les déclarations de Donald Trump, notamment sa présence à la conférence à Nashville en juillet dernier, son discours pro crypto-monnaie, qui, qu'on soit pour ou contre Trump, en tout cas fait estimer, rêver, penser que même si les démocrates passent demain, le sujet crypto sera abordé différemment par le politique et sera plutôt porté par les politiques. Et au sein de ça, Trump, en fait, a une longue histoire, par exemple, avec les NFT. C'est vrai qu'il a lancé plusieurs collections NFT pour financer ses campagnes. Elles avaient bien marché ou pas, ces collections? Elles avaient plutôt bien marché. Ouais. Elles avaient plutôt bien marché, ouais. Alors, je vous avoue, j'ai pas suivi leur cours actuel. Il y avait des chaussures, il y avait des vêtements, des casquettes. Il a vraiment tout décliné format NFT. Exactement. Et en plus de ça, d'ailleurs, je reviens dans 2 secondes au Memecoin. C'est vrai qu'il y a eu tout un tas de political memes, là, il y a quelques mois avant l'été, qui ont bien marché. Alors, c'était pas à l'origine des politiques eux-mêmes. Attention, il n'y a pas forcément de lien direct entre le parti et les projets. Mais il y a eu une envolée quand même de certains Memecoin. Notamment, il y avait le Boden, qui est donc le dérivé de Biden à l'époque où c'était Biden qui était candidat. Il y en avait pour chaque candidat. Exactement. Le Boden avait très bien marché à ce moment-là, ouais. Mais bon, voilà, ça reste souvent quand même des petites blagues qui durent quelques jours, semaines, mois avant de s'essouffler. Et ça, par exemple, ça pourrait repartir avec l'élection qui arrive ou C'est sûr que ça va repartir. Ouais. C'est sûr. Alors, est-ce que c'est justement ces cryptos historiques ou d'autres mêmes tokens qui vont émerger autour de Kamala Harris et Trump, mais il va se passer quelque chose. Là, on a 1 mois et demi, enfin un bon mois, on va dire, jusqu'à l'élection, et il va se passer beaucoup de choses. Il y a cet optimisme. Et en effet, pour revenir sur Donald Trump, il a donné une interview sur Twitter il y a 2 semaines. Il n'a pas donné son interview sur Twitter, il n'a pas donné à n'importe qui. Il a donné avec Farokh, que certains connaissent, qui est un influenceur crypto, mais plus que même que crypto, qui est un influenceur NFT. Et donc, quand il a déclaré justement Trump, qu'est-ce qui l'avait fait changer de regard sur les cryptos, il a dit que c'était les NFT qui lui avaient fait comprendre que c'était pas uniquement un produit financier, mais qu'il pouvait y avoir d'autres choses derrière. Donc, il y a en tout cas psychologiquement, des signaux qui sont en train de s'activer. Au-delà de ça, même la poursuite de la SEC d'OpenSea, c'est une forme de clarification. Parce que c'est vrai qu'il y a fait un grand mélange, en fait, ce qui se passe sur OpenSea. Derrière le terme NFT, qui est un produit technique, on peut avoir un ensemble de produits. Donc, en effet, il y a une levée de bouclier des artistes qui disent « Attendez, mon art n'est pas un produit financier ». Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'art qui est vendu sur OpenSea. De l'autre, on a des produits, en effet, sur lesquels posséder le NFT nous permet de recevoir des bénéfices liés à une start-up. Donc là, on est clairement sur de la security. Bon, il y a besoin d'éclaircir un travail de clarification qui va être fait et qui, à mon avis, sera salvateur aussi. Et puis, au milieu de ça, il y a aussi d'autres types d'assets qu'on voit sur OpenSea. Par exemple, les real world assets. Et justement, John, pour finir là-dessus, quelle tendance il faut suivre sur ce marché en même temps enfin, en tout cas, en ce moment, qu'est-ce qui risque d'être assez porteur dans les semaines et mois qui viennent?
là, il y a plusieurs narratifs, comme on dit dans le monde des cryptos, qui sont en train d'être suivis. Celui des Real World Assets, il n'est pas nouveau, ça fait 1 an qu'on en parle, mais dans l'univers des NFT, enfin souvent ça se matérialise sous la forme de NFT. Si vous regardez justement le top des ventes OpenSea, vous allez voir une société qui s'appelle Courtyard, qui est créée par un Français d'ailleurs qui est à San Francisco, qui permet d'acheter des NFT qui sont des équivalents de cartes Pokémon physiques. Eux stockent les cartes Pokémon physiques. Posséder le NFT équivalent vous permet de l'échanger, de le trader. Et si vous l'échangez contre une vraie carte, ils vous l'envoient si vous le souhaitez. Donc tout cet univers du parallèle entre le NFT et le monde réel est en train de prendre beaucoup de volume. On a un leader français qui s'appelle Interstellar, que vous avez peut-être déjà reçu. Bien sûr, oui. Qui est aussi en train d'avoir une portée internationale très importante. En France toujours, le monde de l'équitation, avec Jockeys dans l'univers des jockeys, mais aussi avec Part of Dream, Pod, dans le monde qui vous permet de posséder 1/100e ou 1/1000e d'étalons et d'être associé aux bénéfices sur les gains des courses, d'être associé aux portées de leur descendance et tout ce qui va avec. Ça, c'est des choses assez concrètes, c'est des vrais produits qui sont en train de se créer et ça va souvent par le format NFT, donc il y a une tendance de fond très forte sur tout ce qui touche au monde réel. Donc pour vous, John, il nous reste quelques secondes, la tendance à suivre là, a priori, qui pourrait faire un peu la différence dans les mois qui viennent, en tout cas dans ce cycle haussier qui devrait arriver, d'après ce que vous nous dites, c'est les Real World Assets. C'est en tout cas la nouvelle chose, avec l'art dont je vous parlais et le gaming dont je vous ai pas parlé, notamment le gaming sur Telegram qui est toujours très très fort, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une prochaine émission. Mais absolument, on se revoit à très bientôt, John. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, donc John Karp, fondateur du NFT Morning et de la Non-Fungible Conférence. Sébastien Bordry, journaliste BFM Crypto. Je rappelle qu'il y a votre newsletter qui est disponible chaque lundi à 18h et c'est gratuit, donc abonnez-vous. Merci à Alexandre Baradès qui était avec nous en début d'émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.